Et le gouvernement, comme d'habitude, il est en dessous de tout. Il ne fait pas ce qu'il faut ou le contraire de ce qu'il a dit. Non, ce qui est très significatif, je crois, pour quelqu'un qui a bien vécu, comme c'est mon cas, et beaucoup vu, c'est de voir une génération d'ingénieurs agronomes entrer dans une lutte sociale et écologique. Ça, c'est nouveau. C'était pas comme ça avant. Au contraire, ils essayaient d'être les champions du monde, du productivisme et de l'agriculture chimique. Et là, il y a vraiment un renversement complet dans la jeune génération. Alors pour des gens comme moi, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est des gens ultra compétents, ultra qualifiés qui peuvent se mettre au service d'une politique de la bifurcation écologique. Parce qu'il faut être sincère, c'est impossible de faire une bifurcation si ceux qui savent l'organiser ne sont pas là. Il y a une limite à ce qu'on peut imposer aux autres. Hein. Bon, là, on aura vraiment des gens partie prenante de l'affaire. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour moi. Voilà. D'abord, c'est bien qu'ils se réveillent parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas accepté. Je reconnais que ce n'est pas agréable à reconnaître qu'il y a 10 millions de pauvres dans le pays. Et même quand je dis qu'il y a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, on trouve encore le moyen de chipoter pour savoir s'il y en a 2 ou s'il y en a 8. Il y en a 8 si on croit les chiffres que nous donne le Secours catholique et le Secours populaire. Donc vous avez dans ce pays, en ce moment, au moment où nous sommes en train de parler tranquillement sous ce beau soleil, des gens qui ont faim et qui se disent que bientôt ils vont avoir froid. Parce qu'ils ne pourront pas chauffer, parce que la preuve est faite que même alors que c'est interdit, eh bien, dans l'hiver, ça manque d'électricité, ça manque d'eau, etc. Donc la France est un pays dans lequel la misère recrute à tour de bras. Au 1er octobre, vous avez le nouveau régime de l'allocation au chômage. Alors, évidemment, si on n'est pas soi-même chômeur, ou si on n'a plus de droits, tout ça peut paraître lointain, mais ça veut dire quand même que c'est 1 500 000 personnes qui vont avoir moins d'argent après qu'avant. Bon, alors, comme c'était déjà pas beaucoup, ça fait vraiment pas beaucoup du tout. Ça, c'est grave et ça arrive au moment où explosent les prix de consommation quotidienne. C'est pas, le gaz et l'électricité, c'est pas des objets de luxe. Alors, première remarque, on nous avait dit que tout allait aller mieux une fois qu'on aurait privatisé. C'est le contraire qui se passe. Deuxièmement, il faut faire quelque chose, pas juste regarder. Et la chose qu'il y a à faire tout de suite maintenant, c'est de bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Et je vous garantis qu'on ne ruinera personne en faisant ça. Parce que si vous prenez le 10%, vous me suivez bien, le 10% des profits des fournisseurs de gaz, 10% seulement. Avec ça, on peut donner aux 3 millions de foyers les 500 € qu'ils ont perdus pendant les 5 années dernières sur l'augmentation des prix du gaz. Donc c'est pas vrai qu'il y a une fatalité qui conduit à une augmentation contre laquelle on ne peut rien et qui laisserait les gens désarmés. Donc moi ce que j'espère, c'est que ce soir, M. Castex dise oui, je bloque les prix du gaz et de l'électricité et je ne permets pas l'augmentation. Parce que, à mes yeux, c'est une augmentation qui est injustifiée. Il faut se rendre compte des sommes phénoménales de profit que ces augmentations permettent. C'est pas juste. Bon, que des gens fassent du profit, il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui était d'accord pour dire certains font du profit jusqu'au point de mettre tous les autres dans le noir. Ça n'existe pas. L'obstination. Si vous voulez, il faut toujours prendre, eux, ils sont sur un cas et une bataille. Moi, je suis sur tout ce qui permet d'interpeller la conscience publique sur des cas généraux. Là, comment on transforme un campus, un domaine, en une pure marchandise sans tenir compte ni de ce qui s'y passe, ni des conséquences écologiques qu'aurait l'imperméabilisation des sols là-haut vers le plateau de Saclay. Vous savez qu'il y a un énorme enjeu financier sur toute cette zone. Peu de Français le savent, c'est la première zone industrielle d'Europe. Donc l'occupation du plateau de Saclay représente des milliards de profits possibles. Ils le font sans tenir aucun compte de ce qui est en jeu. C'est ça qui est intéressant pour moi. D'abord, c'est évidemment de venir en soutien d'une lutte que j'approuve, mais c'est un fil qu'on peut tirer pour dire « et qu'est-ce que vous faites avec le reste du patrimoine ?» Et on commence à aller d'endroit en endroit et on s'aperçoit qu'ils transforment en vente à la découpe un très grand nombre d'objets patrimoniaux de la France jusqu'au plus symbolique. J'évoquais le centre Kléber qui a été vendu maintenant depuis plusieurs années. Mais ça veut dire que rien ne les arrête. Et le jour où ils pourront, ils vendront le château de Versailles, la tour Eiffel, parce que rien ne les arrête, à part la résistance à leur folie. Il a fait appel. On commentera après l'appel, c'est pas l'appel de le condamner à chaque fois qu'il passe devant le tribunal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, parce que honnêtement, le temps que je regarde de quoi il est question, qu'est-ce qui s'est passé, je ne vous dirai rien sur cette affaire. Il a fait appel. On attendra de savoir comment ça se passe en appel pour donner une opinion sur cette affaire. Je suis un peu mal à l'aise parce que je suis capable de voir le contraste avec le jugement dont a fait l'objet M. Balladur.
Donc bon, honnêtement, je ne peux rien en dire là, parce qu'il faut quand même savoir un peu de quoi on parle. On ne peut pas dire simplement comme c'est M. Sarkozy et que c'est un adversaire politique, alors tous les coups sont permis. Non, il faut être un peu plus... Bah, en tout cas, elle rend des décisions, c'est déjà ça, un marché. Ouais. On peut y arriver, mais il faut que les gens aillent le faire. Alors où je vais les trouver, moi? Puis si vous n'êtes pas là pour trouver les idées sur la manière de faire, je fais quoi, moi? Puis un bureau, je signe des papiers, c'est tout. Donc c'est vraiment, vous vous rendez pas compte, mais pour nous c'est important. De dire, tiens, ils sont là et ils sont prêts à le faire. Un travail d'équipe, ouais. Ah bah ouais, ah bah ouais. Ah bah ouais, il va falloir trouver. J'ai vu des gens comme vous, qui faisaient ingénieur agro, sortis de là, et ils avaient une exploitation, ils vivaient à 10 sur 70 vaches. Il paraît que c'est un exploit. Alors ils faisaient aussi les produits, ils vendaient tout autour. Donc ça veut dire vous avez vraiment des rôles de zèbre, vous faites des études comme ça et après vous allez au cul des vaches. Bah, même dans la dernière promo, il y en a plein qui se sont réorientés pour justement faire de l'agriculture parce que ah ouais. Ils se sentaient obligés et c'était leur devoir. Ah ouais, bien. Et vous, vous allez faire quoi vous? Et vous? C'est pas mon projet. Non, vous allez J'ai envie de travailler dans une ONG. Le World Food Programme. Et ça. Pour aller où? C'est une ONG qui traite des problématiques d'insécurité alimentaire dans le monde entier, donc pas que en France. D'accord. Mais en France, on n'est pas en sécurité alimentaire, on est plus souverain. Alors qu'on était autosuffisant, on ne l'est plus. Et bon, alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans le programme, il y a la suppression du ministère de l'Agriculture. Bon, c'est un mot au but, hein, pour faire réfléchir. Mais moi, je pense que c'est pas une bonne idée de dire on fait un ministère de l'Agriculture parce que ça a l'air de dire n'importe quelle agriculture, on s'en fout. Donc fabriquer du maïs pour aller nourrir des vaches à l'autre bout du monde, c'est pareil que des carottes pour la cantine d'à côté. Non, c'est pas pareil. On a besoin un ministère de la production alimentaire. Donc on part de départ, combien il nous faut de ceci, combien il nous faut de cela. C'est réformer juste le nom ou réformer l'intérieur? Je veux dire, non mais juste, parce que là... on réforme toute la pensée et l'organisation du gouvernement. Par exemple, si on dit, on va prendre un exemple, on veut vaincre l'épidémie de diabète ou l'épidémie d'obésité. Donc on va passer en revue tout ce qui dans l'alimentation contribue à ça, parce que tout le monde sait que c'est la malbouffe qui est à l'origine. Alors une fois qu'on a dit ça, on est très malin, mais il faut qu'on dise aussi où et qui va produire ce dont on a besoin. Je vous dis ça parce que en discutant avec un copain maire sur l'alimentation des cantines bio, mon pote il me dit ouais, c'est sympa ton truc, c'est vachement bien, mais il n'y a pas une carotte à l'horizon avant 200 bornes. Ouais. Ah bah, faut bien que je trouve les gens qui vont aller le faire. Ouais. Si on ne les trouve pas, c'est perdu. Tout ce qu'on raconte, c'est du blabla. Donc c'est des questions très 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 pointues et c'est pour ça que je propose de partir de la production alimentaire plutôt que de la production agricole en général. Parce que ça va nous obliger à faire une réforme agraire. Parce que pour faire de la production vivrière, on a besoin de surfaces qui sont pas aussi importantes que ce dont on a besoin aujourd'hui pour l'agriculture industrielle. Donc ça veut dire qu'on pourra y caser plus de gens, puis surtout qu'on connaîtra la demande. Si vous voulez, c'est renverser dans l'agriculture la logique à l'œuvre. La politique de la demande à la place de la politique de l'offre. Moi, je trouve absurde d'élever des cochons pour les vendre aux Chinois. Je trouve ça absurde. Je ne vois pas quel est l'intérêt de faire ça. Parce que j'en connais le coup pour nous. Bon, voilà. Eh bien, bon courage. Hein. Et puis, tâchez de gagner. Je fais l'inverse. Si je m'avisais d'aller leur dire de venir avec moi, tout le monde dirait « Ah, comme il est arrogant !» Et puis 5 minutes après, imaginez-vous, qu'est-ce que je fais d'eux? Ils ne sont pas d'accord avec des questions aussi essentielles. Ils n'ont pas levé leurs ambiguïtés, qui sont innombrables, sur l'Europe, sur la 6ème République, sur le partage des richesses. Non, je pense qu'il faut que chacun développe ses idées, puis les électeurs tranchent, c'est ça la vie. Je vais vous dire, l'Union populaire, c'est une stratégie particulière. Notre idée, c'est que comme les propositions qu'on fait sont ultra majoritaires dans la société, la seule question qu'on a à se poser, nous, c'est comment ça se fait qu'elles sont ultra majoritaires et pas nous. Bon, ça, c'est un vrai défi. Hein. C'est autrement plus intéressant que se demander quelle danse du ventre il faut que je fasse pour séduire Pierre-Paul ou Jacques sur la scène politicienne. Première question. Deuxième question, il faut construire l'Union populaire. Vous verrez que d'ici quelques semaines, vous verrez des gens qui ne sont pas des insoumis participer à notre campagne. Et puis, vous verrez aussi comment, en quelque sorte, il y a des choses qui suivent l'événement qu'a été l'émission sur BFM. Parce qu'il ne faut pas vous y tromper. C'est un événement considérable.
Hein. Je n'ai pas d'action à BFM, donc personne ne peut dire que je suis en train de faire leur pub. C'est un événement considérable au plan médiatique, parce qu'il a explosé la scène médiatique. C'est un événement populaire, parce que des millions de gens se sont sentis concernés, aussi bien par l'un que par l'autre, dans un choc qui était un choc d'idées à l'état pur et d'affect. Le racisme comme l'antiracisme sont à la fois des affects et des idées. Et c'est ça qui a été possible de mettre en scène sous les yeux de tout le monde. Imaginez-vous qu'il y a 9 millions de personnes qui sont passées sur cette émission. 9 millions. La moyenne, c'est 3,8 millions. Et puis après, vous avez celles qui sont passées en replay. Donc c'est un événement qui déborde la sphère médiatique. On peut dire qu'on est entré dans la campagne présidentielle. Un des résultats, évidemment, a été que ça m'a permis d'être entendu par plus de monde. Mais je ne dois ça qu'à un fait, c'est d'avoir tout d'un coup allumé un signal qui a permis à des gens de se retrouver. Mais bon, il faut se calmer un peu là, parce que notre relation au pays du Maghreb ne peut pas être traitée à la bas comme je te pousse, comme ça, on décide quelque chose tout seul, et puis ma foi, débrouillez-vous avec ça. C'est pas possible de traiter les gens comme ça. Tous les pays de la façade méditerranéenne sont par nature des partenaires et liés à nous d'une manière extrêmement intime, par les binationaux, par les familles que nous avons en commun. Donc on ne traite pas la famille comme ça. Alors je sais qu'il y en a que ça va choquer par-dessus tout, que je dise que je parle de la famille, mais oui, je parle de la famille. Donc je trouve que la décision a été prise d'une manière extrêmement grossière pour des raisons purement électoralistes. Hein. Rien d'autre, il n'y a rien d'autre qui justifie ça. Et je trouve que c'est une belle erreur et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Surtout quand en même temps le président de la République fait des gargarismes sur la francophonie. Alors d'abord il ferait mieux de me relire plus attentivement pour dire des choses plus adaptées. Et puis deuxièmement, on ne peut pas à la fois dire vive la francophonie et le lendemain se moquer de 100 millions de personnes qui parlent la même langue que nous. Le français appartient à tous ceux qui la parlent, qui parlent cette langue. Voyez-vous, je trouve que tout ça est très mal mené. De la même manière que l'affaire des sous-marins s'est terminée dans une pantalonnade, on commence par rappeler nos ambassadeurs, même pas 8 jours après, on leur dit de retourner de là où ils sont venus. Tout ça, alors on a l'impression qu'à la fin, tout le monde peut se moquer de nous, quoi. Ça, c'est pas bien. Je le redis à M. Macron, sur les questions internationales, il ne faut pas engager l'autorité de la France quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait. D'ailleurs, vous savez, je vais vous dire. Bon, il ne veut pas dire qu'il est candidat. Il a le droit. Mais on pourrait quand même discuter. Il ne va pas être le seul qui est là-haut, là, sur l'Olympe, et puis qui de temps à autre descend pour distribuer des avantages aux uns ou aux autres. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse discuter, et si possible, publiquement. Nous verrons, nous verrons. Allez, au revoir. À bientôt.